Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous commençons dans ce programme d'information politique, cette heure qui vous est consacrée, tout en vous remerciant de prendre votre temps pour nous écouter et regarder comment l'Afrique bouge positivement. Nous commençons par la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara qui est au four et au moulin. On peut seulement se dire que depuis la CAN 2023, qui a été l'objet d'une victoire pour les éléphants de Côte d'Ivoire, tout bouge. Reportage Ousmane Koulibaly. L'objectif de la délégation de l'Union africaine, conduite par le commissaire Bankole Adeoye, est de renforcer la collaboration entre l'Union africaine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la politique, de la sécurité et de la paix. Une présentation du centre, ainsi que la démonstration d'un exercice de libération d'otages ont marqué la visite de l'Académie de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, mettant ainsi en évidence l'efficacité des techniques enseignées. Ce centre d'excellence régional se démarque grâce à ses méthodes novatrices et à ses programmes de formation rigoureuses. Le commissaire Bankole Adeoye, chef de la délégation de l'Union africaine, a également effectué une visite dans la zone d'entraînement rurale, mettant en évidence l'importance d'ajuster les stratégies antiterroristes en fonction des réalités locales. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à soutenir les initiatives locales et régionales, visant ainsi à assurer la sécurité et la paix en Afrique. L'académie est très important pour le président Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire, de faire ce déplacement afin de pouvoir venir visiter l'académie, mais également établir un partenariat très important ou très grand pour qu'on puisse ensemble explorer les voies les synergies d'action qui puissent exister entre l'Union africaine et l'académie. Dans le cadre de ce partenariat, il est prévu que nous puissions aller vers la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union africaine et l'académie, et ensuite nous allons procéder au déploiement d'experts qui vont venir sur le terrain faire les visites, mais nous allons également établir une relation entre le centre, qui est une relation qui existe déjà. Nous allons la renforcer entre le centre et le CAET, qui est le centre de l'Union africaine qui s'occupe de ces questions-là. L'initiative de l'Union africaine démontre sa volonté de s'imprégner des réalités locales et de participer activement à l'amélioration des capacités antiterroristes de ses États membres. Du Bénin au Togo, on peut traverser la frontière à pied, même à bicyclette. C'est très facile de se rendre au pays dirigé par le président Faure Issongsinbe Yassinbe. Et dans ce pays, le Togo, rien de plus normal que de fêter la 64e édition de l'indépendance de ce petit pays d'Afrique, mais grande part de ses ambitions. Le président Faure Issongsinbe Yassinbe a présidé cette manifestation, qui est une manifestation de grande envergure pour tous les Togolais. C'est quand même la fête de l'indépendance. Reportage Gérard Richard Gozo, Tchatchoua Séverin, Raoul Sankoué et Éric Bikek. Le Togo a commémoré le 27 avril 2024 le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À la veille de cette célébration, le président de la République Faure Issongsinbe Yassinbe a procédé à la ranimation de la flamme de l'indépendance. Ce geste républicain du chef de l'État, suivi de la sonnerie aux morts et à l'exécution de l'hymne national, terre de nos aïeux, est un devoir de mémoire envers les héros nationaux. C'est aussi une invite à tous les citoyens
à la vigilance et à la préservation des acquis afin que chacun à son niveau contribue à la construction de la nation, dans la paix et dans la concorde. La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des autorités militaires, politiques, administratives et traditionnelles, ainsi que les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Après la ranimation de la flamme, le président de la République Faure Eswozimna Gnassingbé s'est rendu au palais de Lomé où il a assisté à un spectacle numérique fait de sons, de lumière et de vidéo mapping. Nous allons au Cameroun, le continent. Et le continent a fêté le 52e anniversaire de l'unité nationale. La 52e édition s'est tenue à Yaoundé, à Douala et dans toutes les régions du Cameroun. Celle de Yaoundé était présidée par son Excellence, le président Paul Biya, qu'accompagnait son épouse, Madame Chantal Biya. Ça se passait sur le boulevard du 20 mai 1972, un boulevard historique. Nous allons tout simplement vous faire un reportage qu'a assuré l'équipe de CNN Cameroun dirigée par Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek, Raoul Sanko et Charlotte Abdoulaye, sans oublier la coordination de Jean-Marie Mbega avec un point d'honneur à la caméra de Stéphane Négou. La 52e fête de l'unité nationale sous le thème Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. Ça se passait le 20 mai 2024 au Cameroun, dans les villes de Yaoundé et Douala. Le chef de l'État camerounais, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya, a présidé ce 20 mai 2024 la 52e fête de l'unité sous le thème Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. Il est environ 12 heures quand le cortège présidentiel entame son parcours au boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, M. Joseph Bessi-Assomo, quitte la tribune pour aller accueillir le chef de l'État camerounais, chef des armées, son Excellence Paul Biya. Une entrée solennelle et républicaine du chef de l'État camerounais, chef des armées, son Excellence Paul Biya, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, avec des honneurs de type A. On compte 24 motos autour de la limousine présidentielle, rejointe par une soixantaine de chevaux de la garde présidentielle. Au boulevard du 20 mai, le chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya, commence par rendre hommage au drapeau. Le chef de l'État camerounais, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya, a regagné sa limousine pour effectuer la revue des troupes avant de s'installer à la tribune présidentielle et donner le la de cette grande parade civilo-militaire. Récapitulons l'histoire pour souligner que c'est précisément le 20 mai 1972 que tout a débuté avec le référendum qui a conduit les Camerounais des deux rives du Mongo à voter massivement pour le oui à la question qui demandait l'établissement immédiat d'un État unitaire en lieu et place de la République fédérale. En 1984, sous l'impulsion du président Paul Biya, la République unie deviendra tout simplement la République du Cameroun pour aller au-delà de l'unité nationale et atteindre le stade de l'intégration nationale. Il faut rappeler que son Excellence Paul Biya est de tous les combats et de toutes les initiatives en faveur de l'unité de tous les Camerounais depuis 1982. Une fois le chef de l'État camerounais, chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya installé à la tribune, place au carrousel de la police nationale, ensuite le défilé militaire. Juste
après le carrousel de la police nationale, place au défilé militaire marquant les 52 ans de l'État unitaire, qui débute avec l'armée de l'air avec ses aéronefs et ses fumigènes aux couleurs vert, rouge et jaune. Le défilé à pied commence avec le commandant transportant à son bord le général de brigade Donatien Melingui Nouma, commandant des troupes. 20 mai 2024, le défilé militaire a été très enthousiasmant et empreint d'amour pour la patrie. Les troupes équato-guinéennes ont défilé au boulevard du 20 mai avec un contingent de 108 éléments dont le lieutenant-colonel Obama était à la tête. On a pu voir défiler à la place du 20 mai la garde présidentielle qui, elle, a des missions d'honneur et de parade ainsi que des missions de combat. L'école militaire interarmée, la gendarmerie nationale, les troupes aéroportées, le bataillon d'intervention rapide, l'armée de l'air, en passant par la marine nationale, les sapeurs-pompiers et la police nationale. L'armée camerounaise a une fois de plus démontré qu'elle a toujours été prête et engagée dans la défense de la souveraineté du Cameroun. In the Yaoundé 20th May Avenue was under the command of Brigadier General Melingui Nouma Donatien. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le bouquet d'ouverture de la parade civile de la fête de l'unité est formé par les étudiants de l'INGS, les jeunes de la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, ainsi que les élèves du lycée Leclerc. Une communion parfaite symbolisant l'union sacrée d'un peuple uni. En effet, après le défilé du boulevard du 20 mai, ce lundi, le chef de l'État a donné un dîner au Palais de l'Unité, le palais du peuple camerounais. Présidé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, en présence du préfet du Vouri, des sous-préfets des arrondissements, des acteurs de la société civile, des autorités traditionnelles et religieuses, la 52e édition de la célébration de l'unité nationale de l'État du Cameroun s'est déroulée avec faste dans la capitale économique du Cameroun, sous plusieurs articulations. Avant la grande parade marquant le 52e anniversaire de l'unité nationale à la place de la BCK, c'est un peu plus de 150 personnalités et acteurs majeurs de la vie politique de la région du littoral qui ont reçu des distinctions honorifiques des mains du gouverneur de la région du littoral en lieu et place du président de la République, son Excellence Paul Biya, en signe de reconnaissance pour leur travail et leur engagement à servir et à créer des richesses pour la nation. Ça peut être un sentiment de joie parce que quand vous êtes élevé, nommé par son Excellence le chef de l'État, M. Paul Biya, au rang de chevalier de l'ordre de la valeur du Cameroun, la fierté est immense. Ça montre que la très très haute hiérarchie suit ce que font les jeunes Camerounais de près. Donc nous ne pouvons qu'être très très fiers et très contents parce que cette médaille n'est pas que la médaille de M. Wilingassa, mais c'est aussi la médaille de toute l'industrie de l'événementiel, qui est une industrie jeune mais qui se développe très très vite dans notre pays. On a vu tout ce qui s'est passé à travers la Coupe d'Afrique, on a eu l'une des plus belles au Cameroun. Donc on ne peut que se sentir fier et honoré. Placé sous le thème Armée-Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, l'armée camerounaise, au pas synchronisé avec celle de la ville de Yaoundé, dans la capitale politique et dans les autres villes du Cameroun, a marqué d'une tache d'huile cette célébration de la 52e édition de l'unité nationale. De la police nationale à la gendarmerie et à la marine nationale, en passant par le bataillon d'intervention rapide, l'armée de l'air et les forces spécialisées, l'armée camerounaise a encore une fois de plus démontré qu'elle est prête et toujours engagée dans la défense de la souveraineté du pays afin de lui assurer un avenir prospère. Pour cet autre 20 mai, fête nationale du Cameroun, l'effervescence, l'enthousiasme et l'amour de la patrie s'est fait ressentir lors du défilé civil. Élèves, étudiants, partis politiques et associations au pas cadencé alliant chants patriotiques ont une fois de plus témoigné de la puissance de l'unité nationale du peuple camerounais. L'unité du Cameroun, une véritable fierté pour tous les citoyens. Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction parce que vraiment j'ai vu une mobilisation, surtout même pour le parti RDPC. Et dans l'ensemble, j'ai vu une forte mobilisation. Et les enfants étaient bien mobilisés avec les chants patriotiques, les chants de joie, ils ont animé la fête. Le 20 mai est une date historique et mémorable pour nous. Et comme nous sommes jeunes, nous sommes la relève
le fer de lance de la nation. C'est nous qui devons maintenant meubler, faire en sorte que la coloration du vermeil soit ndolé. Mais comme ici dans le littoral, nous avons l'association leader, la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Je vais d'abord commencer par dire merci à Dieu. Parce que j'ai grand Dieu. Et je remercie le président de la République de m'avoir reconnu comme un serviteur. Et je dédie cette médaille à Dr Roger Bassatine, maire de la ville de Douala, car à travers lui, la République a reconnu ma valeur. Véritablement, c'est une expérience encore plus forte, plus élevée que les autres années. Quand nous regardons en termes de la population, quand on regarde en termes des activités, quand on regarde en termes de participation, on se rend compte que les Camerounais ont donné beaucoup d'importance à cette 52e fête d'unité parce que ça marque une transition entre 2024 et 2025. Je crois que chaque parti ou chaque côté cherche à démontrer ses intentions à propos de ce qui arrive en 2025. Mais dans l'ensemble, nous verrons que le Cameroun est uni, le Cameroun est un et indivisible. Donc avec joie, amour et engagement pour l'unité du Cameroun, que les autorités administratives de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, et les populations ont célébré ce 52e anniversaire de l'unité nationale de l'État du Cameroun. Nous allons au Congo, le Congo du président Sassou Nguesso, dont la capitale est Brazzaville, et nous allons ensemble regarder les différentes évolutions et surtout ce qui marque aussi le pas politiquement du côté de ce pays d'Afrique centrale. Reportage, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolet à la post-production. Dans le cadre de sa visite d'État du 25 au 29 juin en Russie, le président congolais Son Excellence Denis Sassou Nguesso a été consacré docteur honoris causa par l'Université nationale de recherche, école des hautes études en sciences économiques de Saint-Pétersbourg. La cérémonie a démarré par le mot de bienvenue de Madame Anna Ticheskaya, recteur de cette université, par ailleurs présidente du conseil scientifique du HSE. Elle a édifié l'auditoire sur les raisons de la consécration du chef de l'État congolais, Son Excellence Denis Sassou Nguesso. Les mérites de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, en tant qu'homme d'État, ont été reconnus par l'Université de Saint-Pétersbourg. Les actions du chef de l'État congolais dans les domaines de la paix et de l'ordre mondial, ainsi que la consolidation des relations de coopération et d'amitié entre la République du Congo et la Fédération de Russie, ont été saluées par Madame Anna Ticheskaya, qui a ensuite remis solennellement le diplôme d'honneur à l'heureux récipiendaire. En associant mon nom à ceux de précédents illustres récipiendaires, vous honorez mon pays et l'Afrique. Ce titre a été décerné à des personnalités influentes du monde telles que Xi Jinping, Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev et Jacques Delors. Le chef de l'État congolais, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, a exprimé sa profonde gratitude envers les responsables de cette université qui a formé des centaines de cadres congolais et a également appelé à une coopération universitaire étroite entre la Fédération de Russie et le Congo. Nous en appelons à la solidarité de la Fédération de Russie et au concours de votre institution pour le développement de nos universités et de notre système d'enseignement supérieur. C'est sur cet appel à l'action que je réitère mes sincères remerciements à votre université. Concluant la cérémonie, le directeur des études orientales et africaines a exprimé son souhait d'une collaboration culturelle plus étroite entre Brazzaville et Saint-Pétersbourg en envisageant une exposition des œuvres de l'école de peinture de Poto-Poto en Russie. Il a aussi plaidé en faveur de l'ouverture du Congo aux touristes russes qui seraient attirés par les parcs tels que Noabalinoki et sa faune très spéciale avec des hauts de 2 mètres et plus. La cérémonie a été marquée par les échanges de cadeaux entre le chef de l'État congolais, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, et ses hôtes.
Au Bénin, le pays dirigé par son Excellence Patrice Talon et qui voit les choses en grand. Récemment, dans une de nos éditions, on l'avait écouté avec beaucoup d'attention, surtout quand il disait qu'il y a un temps pour faire la guerre, un temps pour se fâcher et un temps pour se parler, pour remettre les choses plus ou moins en place. Voilà ce qui est dit en français facile. Le président béninois avait interdit, on va vous présenter cette interdiction, l'embarquement du pétrole nigérien via le port de Cotonou. Mais très récemment encore, il y a quelques heures, il a levé cette interdiction parce qu'il considère aujourd'hui que l'Afrique doit rester unie et qu'il faut qu'on se comprenne. Mais avant, écoutons quand même les raisons qui ont amené le président béninois à interdire l'embarquement du pétrole nigérien via le port de Cotonou au Bénin. La décision des autorités béninoises de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de Sémépoji, en rétorsion au maintien par les autorités nigériennes de maintenir la frontière entre le Bénin et le Niger fermée, malgré la levée des sanctions de la CEDEAO, est venue amplifier les relations déjà tendues entre Niamey et Porto Novo. Le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, a justifié la décision du Bénin de bloquer les expéditions du pétrole brut en provenance du Niger, qui transite par le pipeline construit conjointement par le Bénin et le Niger. Il décrit cette mesure comme difficile mais nécessaire. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez que charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle,
les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Le Bénin accueille 675 km du pipeline sur une longueur totale de 1980 km. Nous allons nous attarder un tant soit peu dans le pays des hommes intègres, à savoir le Burkina Faso, dirigé par le président de la République, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso ont été remises au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cérémonial des grands jours ce vendredi 28 juin 2024 au palais présidentiel de Koulouba. Dietrich Becker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso, est le premier diplomate à adresser ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, avec résidence à Ouagadougou. Dietrich Becker, un diplomate de carrière, il a précédemment été ambassadeur d'Allemagne à Bamako, au Mali, et à Reykjavik, en Islande. Le diplomate russe Igor Martinov est le deuxième diplomate à présenter ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Jusqu'à sa nomination, il était conseiller en chef du département du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère en charge des Affaires étrangères de la Russie. Johan-Marie Locard, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou, et le troisième diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Diplomate de carrière, elle a exercé de nombreuses hautes fonctions dans l'administration publique américaine. Selma Mansouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique populaire au Burkina Faso, a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. La diplomate algérienne avec résidence à Ouagadougou a été la première secrétaire de la mission permanente de son pays auprès des Nations Unies à New York. Ensuite, le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu les lettres de créance de Helio Francisco Colmenares Goyo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso, avec résidence à Bamako, au Mali. Ensuite, c'est au tour de Christophe Bazivamo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda au Burkina Faso, a également présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso. Le diplomate rwandais, avec une résidence établie à Abuja, au Nigeria, est un ingénieur agronome de formation. À la suite du diplomate rwandais, c'est au tour de Antonio Guillen Hidalgo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso, de présenter ses lettres de créance au président Ibrahim Traoré. Avec résidence à Bamako, au Mali, l'ambassadeur Hidalgo est diplômé en droit. Armando Albino Arafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau auprès du Burkina Faso, a aussi présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Avec résidence à Dakar, au Sénégal, l'ambassadeur bissau-guinéen est diplomate de carrière. La République de Pologne est désormais représentée au Burkina Faso par Barthélemy Zaniuk, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Pologne auprès du Burkina Faso, avec résidence à Dakar, au Sénégal. Titulaire d'un doctorat en sciences humaines, il a été ambassadeur de son pays à Chisinau, en République de Moldavie. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso, son excellence Ajoum Enayat, est le 10e diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a pour résidence Tripoli, en Libye. Le Gabon sera à l'honneur dans ce programme de par d'abord le respect des engagements pris par le comité de transition au Gabon dirigé par le général
Brice Clotaire Oligui Nguema, pour respecter tout ce qui a été dit depuis le coup de libération de ce peuple d'Afrique, à savoir ce coup du 30 août dernier. Reportage depuis Libreville, Teddy Ossé, Marcel Bassolé. En marge de la traditionnelle cérémonie de la levée des couleurs, instaurée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions chaque lundi, le président de la transition, président de la République du Gabon, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a réceptionné le lundi 1er juillet 2024 au Palais Rénovation les documents actant le rachat définitif du groupe Assala Energy par l'État du Gabon. Lors de cette cérémonie qui a rassemblé le Premier ministre et son gouvernement, ainsi que les membres du CTRI et du directoire de Gabon Oil Company, le chef de l'État, en tant que grand maître des ordres nationaux, a décerné des médailles de l'ordre du mérite gabonais aux personnalités qui ont contribué au bon déroulement de cette opération qui a mis en valeur le droit de préemption de l'État pour l'acquisition de la société Assala Energy. Dans son allocution de circonstance, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa gratitude envers les éminentes personnalités décorées et a souligné l'importance de ce rachat historique pour l'État du Gabon. Comme vous le savez, le pétrole représente 60% des recettes fiscales et 80% des revenus d'exportation de notre pays. C'est dire que notre économie dépend fortement de la vente de l'or noir. Pour rappel, les premières missions de reconnaissance et de recherche pétrolière datent de 1931, financées par le gouvernement général de l'Afrique équatoriale française, AEF. En 1956, est découvert le premier champ pétrolier d'Ozuri, au sud de Port-Gentil. Une année plus tard, en 1957, la première exportation du pétrole brut gabonais est effectuée par la société pétrolière de l'AEF depuis le Cap Lopez. Après les indépendances, l'exploitation et l'exportation du pétrole ont été confiées aux compagnies pétrolières étrangères, tous champs confondus. En d'autres termes, notre pétrole a toujours été produit et exporté par des partenaires étrangers. Mes chers compatriotes, au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avaient pris l'engagement de redonner au peuple gabonais sa dignité et de restaurer la souveraineté de notre pays. Lors de mon adresse à la nation, le 30 décembre 2023, je m'étais engagé à faire valoir le droit de préemption de l'État pour le rachat de la société Assala Energy, deuxième compagnie pétrolière au Gabon, dont la production est de 52 000 barils par jour. Cette décision obéit au besoin d'améliorer nos recettes, au niveau des réserves du change du Gabon, par conséquent celui de l'ensemble de la CEMAC, et de créer plus d'emplois. Cette action aura pour effet de renforcer notre monnaie commune. Tous les professionnels gabonais, anciens et nouveaux du secteur pétrolier, a mené une réflexion sur la création d'une holding pétrolière nationale. Enfin, tout en félicitant les éminents décorés, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette opération. Que Dieu et les mains de nos ancêtres continuent à guider nos décisions pour le bien-être du peuple gabonais. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Le processus de ce rachat a été réalisé en deux étapes distinctes. Dans un premier temps, le 15 février 2024, avec la conclusion du contrat d'achat entre Gabon Oil Company et le fonds de pension américain Carlyle, garanti par un dépôt d'environ 123 milliards de francs CFA. Le 21 juin dernier, il y a eu un paiement de 513 milliards de francs CFA et 12 milliards de francs CFA des frais de droits de douane. Au Gabon, le pétrole contribue à 60% des revenus fiscaux et à 80% des revenus d'exportation du Gabon. Cet acte d'achat permet au Gabon d'augmenter ses recettes, ses réserves d'échange et celles de la CEMAC, tout en créant davantage d'opportunités d'emploi.
Nous allons tout simplement remercier notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui forme des cadors et des personnes, pour ne pas dire des jeunes, qui sont tout de suite aptes à servir le marché du travail africain, puisqu'ils viennent de part et d'autre du continent. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est un Premier ministre de Côte d'Ivoire, un ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, très brillant, qui a dit une phrase qui sonne toujours dans mon subconscient en permanence. Il a dit, il y a être président de la République et exercer la fonction de président de la République. Je crois que le président Alassane Ouattara appartient à la deuxième catégorie, c'est-à-dire il exerce la fonction de président de la République. Arrivé le mercredi 26 juin 2024, le président de la République d'Angola, son Excellence M. João Lorenzo, a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, où c'est arrivé, c'est très bien passé, et juste le lendemain, le jeudi 27 juin, le président de la République a reçu son homologue au palais présidentiel. C'est le jeudi 27 juin 2024 qu'a eu lieu l'entretien au palais présidentiel entre son Excellence João Lorenzo, président de la République d'Angola, et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Coulibaly, Lévite Elivonan, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien le jeudi 27 juin 2024 au palais de la présidence de la République avec son homologue angolais, son Excellence João Lorenzo, qui effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Depuis le 21 août 1981, la Côte d'Ivoire et l'Angola entretiennent des relations diplomatiques avec la mise en place le 12 juin 2001 de la Grande Commission mixte de coopération ivoire-angolaise et la signature de divers protocoles d'accord. La visite du président angolais, son Excellence João Lorenzo, est bénéfique car elle vient établir les fondations d'un véritable rapprochement entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Le président de la République angolaise, son Excellence João Lorenzo, est accueilli le jeudi 27 juin 2024 au palais de la présidence de la République à Abidjan par son homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu tout d'abord un entretien élargi de leur délégation avant de s'entretenir en tête-à-tête. À l'issue de leur concertation, 14 accords bilatéraux ont été signés, ce qui va renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Angola dans divers domaines. Accords de coopération dans le domaine de l'agriculture, accords de coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures. Mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Relations extérieures d'Angola sur les consultations politiques. Accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola. Accord de coopération en matière d'encadrement et de promotion de la jeunesse. Accord cadre de coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des genres. Accord cadre de coopération dans le domaine des sports. Accord cadre de coopération dans le domaine de la santé. Accord cadre de coopération dans le domaine de l'économie numérique. Protocole d'accord en matière économique et commerciale. Accord cadre de coopération dans le domaine des ressources en eau, accord cadre de coopération dans le domaine des ressources forestières et fauniques,
Accord cadre de coopération dans le domaine de la culture. Accord cadre entre la Radio nationale d'Angola et la radiodiffusion ivoirienne dans le domaine de la radiodiffusion. Après la ratification des 14 accords, les deux chefs d'État ont animé conjointement un point de presse au cours duquel ils ont abordé les sujets évoqués lors de leurs échanges et ont dégagé des perspectives en vue de dynamiser davantage la coopération entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Lorenzo, nous avons eu un entretien très fructueux et fraternel tout à l'heure. Et également, en tête-à-tête, nous sommes convenus de renforcer davantage ces relations que nous avons nouées il y a quelques années. Et je dois dire que je me félicite du travail de nos ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Je salue également la redynamisation de ces relations à travers l'organisation à Luanda, la session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création. Je me réjouis de la signature de 14 nouveaux accords de coopération qui viennent d'être signés par les membres de nos gouvernements à l'occasion de cette visite officielle. Je me réjouis aussi de la perspective de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes d'affaires, nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Quant au président João Lourenço, il a également exprimé sa joie d'effectuer cette visite en Côte d'Ivoire, un pays qui entretient des relations avec l'Angola depuis 1973. Il a rappelé la longue marche de son pays vers la paix et la stabilité, lesquelles sont une réalité depuis 22 ans. La Côte d'Ivoire a un potentiel agricole. Et nous, l'Angola, nous aimerions également avoir ce potentiel. Et je pense que nous l'avons déjà. Nous avons plusieurs terres cultivables. Nous avons des cycles de pluie très réguliers, un bon climat ou un climat favorable. Et alors, dans le cadre de la recherche, de rassurer, d'arriver à la sécurité alimentaire, nous souhaiterions coopérer davantage avec la Côte d'Ivoire dans le sens d'augmenter considérablement nos niveaux de production agricole afin de pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire et créer naturellement la possibilité d'exportation de nos produits comme la Côte d'Ivoire le fait déjà relativement à certains produits cultivés localement en tant que premier producteur mondial dans certaines cultures. Mais pas seulement dans le domaine de l'agriculture. Nous aimerions pouvoir coopérer dans le domaine de la santé parce que la Côte d'Ivoire est très bien portante. C'est vrai que l'Angola aussi a ses points forts. Donc ici, ce n'est pas la concurrence que nous privilégions. Notre objectif, c'est de pouvoir gagner et apprendre de l'expérience de l'une et l'autre des deux pays et développer naturellement nos économies dans l'intérêt de nos peuples respectifs qui sont le peuple ivoirien et le peuple angolais. Dans la soirée, le président Alassane Ouattara et la première dame, Madame Dominique Ouattara, ont offert un dîner officiel en l'honneur du chef de l'État angolais et de son épouse au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, au cours duquel le président João Lourenço a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et son épouse à celle de
commandeur de l'ordre national. Le vendredi 28 juin 2024, le président de la République d'Angola, son excellence João Lourenço, en compagnie du Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, a marqué une étape importante en visitant l'usine de chocolat Semois, située dans la zone industrielle de Yopougon. Accueilli chaleureusement par les dirigeants de Semois, le président angolais, son excellence João Lourenço, et le Premier ministre ivoirien ont eu droit à un standing ovation à leur arrivée. L'occasion pour le chef de l'État angolais, son excellence João Lourenço, de découvrir les installations modernes de l'usine, ainsi que les processus innovants utilisés pour la transformation du cacao en produits finis et semi-finis. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Koedan Kwasi Ajoumani, a salué la coopération solide entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Il a présenté au couple présidentiel angolais les grandes ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de transformation du cacao. Notre capacité de broyage est estimée à 972 000 tonnes, avec un taux de transformation effectif de 35%. Nous comptons cependant porter cette capacité de broyage à 1 176 000 tonnes. Et pour y parvenir, plusieurs usines sont en construction. Je reste convaincu que nos relations continueront de se renforcer dans les années à venir, notamment dans le domaine de l'agriculture. Excellence, votre présence dans cette usine de la société Semois traduit votre détermination à construire un avenir meilleur pour votre peuple à travers la transformation locale des produits agricoles. Construite sur une superficie de 10 hectares, l'usine Semois compte environ 1000 employés. Sa devise est faire de la terre du cacao une terre de chocolat. Le directeur général de Semois a présenté le programme Transparence Cacao au couple présidentiel angolais à travers un film institutionnel. Grâce à une visite guidée en compagnie du Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, le président de la République d'Angola a pu prendre connaissance des différentes étapes qui conduisent à la conversion du cacao en produit de consommation. Le processus de décortiquage, de torréfaction et de conditionnement du produit fini. Les différentes étapes auxquelles les fèves de cacao sont soumises ont été appréciées par le couple présidentiel angolais. Au terme de cette visite, João Lourenço s'est dit émerveillé non seulement par les installations qu'il a pu découvrir, mais surtout par la capacité et la volonté affichée du gouvernement ivoirien à transformer le cacao dont il est le premier producteur au monde. En effet, créée en 1997, l'usine Semois Chocolat a une capacité de 70 000 tonnes de fèves de cacao avec un chiffre d'affaires de 150 milliards avec 1000 salariés. Cette visite illustre parfaitement l'importance du cacao comme vecteur de développement économique et de partenariat international, consolidant ainsi les relations entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le pays présidé par son excellence Alassane Ouattara. Et nous allons proposer quelque chose d'exceptionnel pour le bonheur, encore une fois, des populations de Côte d'Ivoire. Reportage Ousmana Koulibaly et Marcel Bassolé. Le lundi 1er juillet 2024, M. Thiemoko Méliès-Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu en audience au palais de la présidence de la République d'Abidjan l'ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence Madame Anne Lugan-Moulin. La diplomate en fin de mission en Côte d'Ivoire, après 5 années de mission, est venue faire ses adieux au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thiemoko Méliès-Koné. Elle a exprimé sa reconnaissance envers les autorités ivoiriennes les plus éminentes pour la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Elle a également transmis son admiration pour les avancées économiques opérées par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Alors en effet, je suis venu dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Je suis en fin de mission après 5 ans dans votre beau pays. On a fait un peu le tour des gros dossiers qui nous ont occupés durant les 5 dernières années, le développement des relations économiques, le volet culturel. Le vice-président avait aussi rencontré le président de la Suisse à la dernière COP l'année dernière. Donc on a fait un peu le tour de ces sujets-là. On a aussi parlé des gros progrès que la Côte d'Ivoire a fait durant les 5 dernières années. J'étais là depuis 2019. Et puis des perspectives pour le pays et des perspectives pour les relations entre la Suisse et la Côte d'Ivoire qui sont vraiment, on peut le dire, au beau fixe. Le ministre directeur du cabinet civil du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Emmanuel Aoutou Kofi, a pris part à cet entretien.
Les Comores, ce pays présidé par son Excellence Azali Assoumani. Le président Azali Assoumani, chef de l'État de Comores, réélu, a prêté serment en présence de certains de ses homologues africains et du peuple comorien dans un stade plein à craquer. Reportage Raoul Sankoui, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo et Marcel Bassolé. Le président Azali Assoumani, élu avec plus de 57% des voix lors du scrutin du 14 janvier 2024, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le président comorien, son Excellence Azali Assoumani, âgé de 65 ans, entame ainsi sa 8e année à la tête des Comores depuis son retour au pouvoir en 2016. La prestation de serment a eu lieu ce dimanche 26 mai 2024 au stade Omnisport de Moroni, en présence de plusieurs délégations, dont 5 chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République d'Angola, son Excellence João Lourenço, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le président de la République malgache, son Excellence André Rajoelina, le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, le président de la République du Mozambique, son Excellence Philippe Nyusi. Prenant la parole pour la circonstance, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a tout d'abord rendu un vibrant hommage au peuple comorien ainsi qu'à son président pour le leadership ayant ancré dans la conscience collective le destin généreux d'une nation des Comores, plus fraternelle et vivant dans la paix. Par la suite, le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a convié les chefs d'État présents au stade Omnisport de Moroni à participer à la conférence sur la déforestation et le reboisement qui aura lieu du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. Les Congolais et leurs frères africains gardent impérissable le souvenir de vos différentes visites dans leur pays, notamment durant votre brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Ils vous témoignent leur reconnaissance pour votre intérêt jamais démenti pour une Afrique moderne, unie, solide et solidaire. Après la prestation de serment devant son peuple, venu nombreux assister à la cérémonie, le chef de l'État comorien, son Excellence Azali Assoumani, a exprimé son message de circonstance dans lequel il s'est engagé à rassembler tout en utilisant le dialogue comme moyen pour résoudre les conflits aux Comores. La paix, la stabilité, la croissance économique ainsi que la cohésion nationale sont les chantiers que compte poursuivre le chef de l'État comorien, son Excellence Azali Assoumani, en vue de l'émergence de l'archipel des Comores d'ici 2030. J'entame ce nouveau mandat de président de l'Union des Comores dans une conjoncture très sensible au niveau régional, international, où le monde est confronté à deux défis majeurs, sanitaires, sécuritaires et de changement climatique. Je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Les dépenses consacrées aux festivités de l'investiture sont critiquées par l'opposition comorienne, alors que le pays fait face à une épidémie de choléra et à des inondations dévastatrices. Nous avons décidé de consacrer ce grand format à un pays qui a honoré l'Afrique, un pays qui a tranché avec ce que l'on peut penser des Africains. Ce pays n'est autre que le Sénégal, à qui nous avons décidé d'accorder ce grand format. Au Sénégal, il s'est passé quelque chose que n'oublieront pas de sitôt les Africains. Nous allons revivre ce moment de forte émotion du panafricanisme en marche au Sénégal, voulu par le peuple sénégalais, faisant du désormais son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 5e président élu démocratiquement au Sénégal. Ce pays dont les élections, le scrutin se passe en 2 tours, et ce jeune président de 44 ans d'âge a été élu au premier tour, dans une performance incroyable, comme nous relate ici ce grand format goupillé par toute l'équipe de rédaction de CNN.
Le 2 avril 2024 restera dans les annales de la République du Sénégal comme un jour exceptionnel d'investiture du plus jeune président de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. L'arrivée du président élu de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accueilli et salué à son arrivée par le président du Conseil constitutionnel de la République du Sénégal. C'est alors qu'il fait son entrée vêtu d'un costume bleu nuit qui lui va à merveille, accompagné du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, du président du Conseil constitutionnel du Sénégal, direction le salon d'honneur pour une dernière concertation avec le président du Conseil constitutionnel, alors que dans la salle pleine à craquer sont installés des invités et s'ensuit un ballet de personnalités nationales et étrangères, des chefs d'État des pays amis, des chefs de mission diplomatiques, des représentants d'institutions, des représentants des chefs d'État, à l'exemple de son Excellence Siemoko Meïlé Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Une prestation de serment inédite par une élection inédite dans le calme du plus jeune président africain élu démocratiquement. Ce qui a grandi le Sénégal face à l'opinion internationale, de voir que le Sénégal n'a jamais failli à sa vocation de grand pays démocratique, ayant depuis le 24 mars 2024 un nouveau chef d'État âgé de 44 ans, élu au premier tour avec plus de 54,28% de suffrages exprimés. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, qui dispose: le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions
d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. C'est alors que le Conseil constitutionnel va féliciter le nouveau président installé dans ses fonctions avec des vœux d'encouragement et de conseils précieux, parmi, entre autres, la main de Dieu qui lui a valu cette élection d'être le 5e président de la République du Sénégal. C'est alors que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est retiré pour recevoir les honneurs militaires après s'être fait porter l'écharpe verte de Grand Croix de l'Ordre national du Lion et de la Plaque avant de se faire remettre le collier de Grand Maître de l'Ordre national du Lion. Monsieur le Président de la République va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. La revue du détachement mettra fin à la cérémonie de prestation de serment. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre national du Lion et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du Grand Maître de l'Ordre national du Lion. À la suite de ce cérémonial, le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est retiré en compagnie du directeur du protocole de la présidence de la République sénégalaise pour recevoir les sceaux de la République et ensuite viendra sur le pupitre prononcer son premier discours officiel en qualité de 5e président élu de la République du Sénégal. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Ensuite, direction le palais présidentiel où la garde rouge présidentielle est déjà sur pied avec le président Macky Sall qui est sur pied depuis 10h du matin, attend le nouveau président élu, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, afin de lui remettre les clés du palais présidentiel. Ballet de la cavalerie présidentielle des grands jours, population en joie, massée autour du parcours, emprunté par le cortège du nouveau président de la République du Sénégal pour une passation de pouvoir comme on en aimerait voir désormais sous les cieux africains.
21 coups de canon ont marqué l'arrivée du nouveau président, tout de blanc vêtu. Le président sortant, Macky Sall, va accueillir le nouveau président élu et ensemble, les deux hommes vont s'entretenir pour une passation de pouvoir selon les règles et lois de la République du Sénégal. C'est officiel désormais, le Sénégal a son nouveau chef d'État, président élu démocratiquement, 5e président de la République sénégalaise et plus jeune chef d'État africain élu démocratiquement. Quelques heures après sa prestation de serment et de passation de service, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. L'annonce a été faite ce mardi 2 avril 2024 au Palais de la République du Sénégal. L'équipe gouvernementale qui va accompagner le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko sera dévoilée dans les prochains jours. Les deux autres décrets signés par le président Bassirou Diomaye Faye sont relatifs à la nomination d'un ministre directeur du cabinet en la personne du professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'enseignement supérieur sous Macky Sall. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a décidé de maintenir M. Oumar Samba Ba, inspecteur général de l'État, qui a occupé les fonctions de ministre, secrétaire général de la présidence, dans ses fonctions. Juste après cette investiture, cette prestation de serment et cette passation de pouvoir, contrairement à ce qui se fait ailleurs, le nouveau chef d'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé de facto à la nomination du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. N'oubliez pas de suivre vos rediffusions sur vos différents médias et sur www.cnntv.ci. Je suis Consti Eka, au revoir.